On a tous envie d'être authentique au travail sans se faire virer. Charlie Winner vous donne des conseils dans l'open space de votre vie. Charlie Winner. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question de Océane Petit Doute, Game Changer chez Deboîte Digital. Est-ce que les gens voient mon syndrome de l'imposteur? Merci Océane. Le doute, c'est votre mode de vie et vous avez peur d'être démasqué, alors que si ça se trouve, vous êtes compétente. Je vous comprends, car moi-même, quand je vais à une soirée déguisée en Zorro, j'ai l'impression d'être un imposteur. Alors commençons par une phase d'analyse de la situation. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une pathologie, c'est un mécanisme psychologique. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas vos succès. Mais ça, personne ne le voit, ni de loin ni de près. C'est vous qui l'avez inventé sans faire exprès. Que nous dit la data ? La data! 92% des imposteurs n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Et oui, Océane, il y a beaucoup d'incompétents qui sont confiants. Ils partent en vacances et ont une voiture allemande. Parce que la confiance, Océane, c'est plus important que la compétence. Ayez confiance, ça vous donnera confiance. Quand on vous complimente, c'est pas une fake news. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas douter. Même les chirurgiens du cerveau doutent. Surtout quand par mégarde ils sectionnent un nerf périphérique du tronc cérébral. Alors sans plus tarder, voici mon conseil qui fait du bien. Doutez un peu, mais pas trop, Océane. Sinon vous risquez de tomber dans le cercle vicieux de l'imposteur. Vous avez peur d'être démasqué, du coup vous bossez comme une dingue. Votre N+1 trouve ça génial. Vous êtes promu. Vous avez encore plus peur d'être démasqué, vous bossez encore plus comme une dingue, et vous finissez patronne du MEDEF. Allez Océane, on reste en contact. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Maximus Performus, directeur des idées en vogue chez Disruptor. Comment exprimer une idée intelligente en 3 bullet points? Maximus, transformer une réalité complexe en bullet point, c'est un métier, celui des consultants. Car les bullet points permettent de vendre des idées en allant à l'essentiel. Procédons à une phase d'analyse de la situation. Maximus, les gens ont le niveau d'attention d'un poisson rouge. Ils préfèrent comprendre sans réfléchir plutôt que réfléchir pour comprendre. Et pour ça, les bullet points, c'est pratique. Ils permettent d'affirmer sans argumenter. Et ils donnent envie de faire des listes. Les 7 facteurs clés de succès pour montrer qu'on performe. Les 3 next steps pour montrer qu'on avance. Les 5 raisons d'arrêter de faire des listes pour montrer qu'on est à bout. Vous voyez, Maximus, les bullet points, ça évite de réfléchir. Mais est-ce une bonne idée ? Que nous dit la data ? La data! 78% des consultants pensent que leurs idées se bonifient quand ils les alignent en cases à cocher. Mais ils se trompent. Maximus a trop abusé de la forme, on en oublie le fond. Les bullet points aplatissent la pensée sans qu'on s'en rende compte. Un peu comme si on avait l'esprit en forme de crêpe. Les bullet points réduisent, ils séparent, ils brisent. Ils ne sont pas si gentils que ça. En plus, ils adorent mettre les verbes à l'infinitif pour nous commander. Optimiser le processus, booster la performance, accélérer le changement. Du coup, on n'ose pas leur dire non. Si Jeff Bezos a interdit les bullet points chez Amazon, c'est pas parce qu'il était libraire. C'est parce que rédiger oblige à raisonner de manière fluide et continue. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Quand vous racontez votre week-end à un collègue, vous ne listez pas les 5 bénéfices clés d'une famille optimale. Alors racontez une histoire plutôt que des bullet points. Maximus, on reste en contact. Bonjour, aujourd'hui, j'ai sélectionné une question de Anissa Pristi, data philosophe chez Blue Ocean. Quand on pleure en taillant ses crayons, est-ce qu'on est en burn-out? Merci Anissa. En effet, si vous pleurez alors que vous n'êtes même pas en train d'éplucher des oignons, c'est peut-être un signe de burn-out. Mais au fait, le burn-out, qu'est-ce que c'est ? Le burn-out, c'est un état psychique d'épuisement total. Impossible de se lever, de sourire, de faire l'Ironman de Nice. Vous vous consumez de l'intérieur. À l'extérieur, votre maison est nickel. Mais dedans, ça pue le barbecue. Et vous ne le sentez pas, car votre feeling a le nez bouché.
Et quand on pleure pour un rien, est-ce qu'on est forcément en burn-out? Que nous dit la data? La data. 81% des gens qui disent être en burn-out le font pour soigner leur image. Eh oui, Anissa, les gens adorent se faire mousser avec leur burn-out. Ça montre leur investissement et ça fait moins ringard que surménage. Mais le burn-out, ce n'est pas une médaille, Anissa. Ça peut très mal finir. Pensez aux premiers burn-outés, les moines à l'époque médiévale. À force d'Ave Maria, de jeûne et de génuflexion, ils se fatiguaient de Dieu et finissaient brûlés de l'intérieur. Ou brûlés tout court. Alors faites le point, Anissa, et trouvez pourquoi vous pleurez en taillant vos crayons. Si c'est parce que la mine est coincée, c'est peut-être un burn-out. Mais si c'est parce que votre fils Lucas ne tire jamais la chasse d'eau, c'est juste que votre ado est un gros porc. Et maintenant, voici mon conseil qui fait du bien. Ce n'est pas grave de pleurer au travail, Anissa. Alors allez-y, pleurez, mais pas aux toilettes. Il faut que ça se voie, car les gens adorent offrir leur soutien à une personne qui pleure. Du coup, c'est l'occasion de leur refourguer un dossier foireux et de lever le pied. Allez, Anissa, on reste en contact. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question de Toc Toc du 9-2. Comment savoir si je mets le bon emoji? Comme je vous comprends Toc Toc du 9-2. Une fois, un client m'a envoyé l'emoji main sur le visage, ce qui veut dire quel con d'avoir oublié. Mais qui était le con dans ce message? Lui ou moi? Eh oui, les emojis sont partout et parfois difficiles à comprendre. Commençons par une phase d'analyse de la situation. Pour faire passer un message, on n'a pas toujours les mots ni le temps. Les emojis sont des raccourcis émotionnels qui évitent les mauvaises interprétations. Tu ne m'as pas payé peut sous-entendre « t'es un bâtard !» alors que « tu ne m'as pas payé » smiley sourire yeux plissés veut clairement dire « t'es vraiment étourdi toi !» Mais des emojis, il y en a 2832. Comment bien les connaître? Demandons à la data. La data. 98% des gens qui ne comprennent pas un emoji n'osent pas demander ce qu'il veut dire, de peur de passer pour des abrutis. Eh oui, les emojis ne sont pas toujours faciles à interpréter et on n'ose pas en parler. À part vous, Toc Toc du 9-2, même si vous avez pris un pseudo par manque de courage. La vérité, c'est que ces raccourcis émotionnels peuvent vous emmener au mauvais endroit. Si par exemple, vous souhaitez partager une recette d'aubergine farcie, attention, l'emoji aubergine est le symbole du phallus. Votre collègue risque de croire que vous souhaitez lui cuisiner le membre avec de l'ail confit. Et maintenant, voici mon conseil qui fait du bien. Faites du mimétisme, Toc Toc du 9-2. Ne prenez pas de risques. Utilisez les mêmes smileys que votre interlocuteur. Smiley clin d'œil, smiley clin d'œil. Smiley majeur levé, smiley majeur levé. Allez, Toc Toc du 9-2, on reste en contact. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Denis Merveille, Feel Good Manager chez Outblast. Comment choisir son background en visio? Très bonne question Denis. Allons directement à la phase d'analyse de la situation. En mode présentiel, le décor est standard, c'est celui de la salle de réunion 404. Mais quand la réunion est en visio, le décor c'est chez vous. C'est la collection de Tintin de votre chambre, c'est le dégât des eaux de votre salon, c'est le poster du Silence des agneaux de votre cuisine. Heureusement, vous pouvez mettre un background pour cacher votre vie privée et votre embarras. Mais comment bien le choisir? Que nous dit la data? La data. 84% des gens qui voient un arrière-plan flou derrière un collègue en visio se disent que son projet va foirer. Eh oui, Denis, malheureusement, les gens vous jugent d'après ce qu'ils voient derrière. Alors il faut soigner votre derrière. C'est votre image de marque. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Option numéro 1. Mettez en scène un décor de vie privée équilibré. Remplacez la tronçonneuse au-dessus de votre lit par des livres de Michel Simès. Option numéro 2. Mettez un arrière-plan numérique classieux de type pont de San Francisco. Ça fait start-upper et ça évite d'exposer votre conjoint en slip quand vous êtes en train de parler de sujets structurants. En plus, Denis, un background sympa, ça peut servir à casser la glace. Si vous mettez une photo d'un concert de Gilbert Montagnier, on vous demandera à coup sûr depuis quand vous êtes has-been. Et maintenant, voici mon conseil qui fait du bien. Denis, pour éviter une nouvelle charge mentale, préparez à l'avance des fonds d'écran ciblés. Une courbe d'objectifs atteint pour votre N+1.
Un trône de fer pour le comité de direction. Une peinture de Cristiano Ronaldo pour les commerciaux. Allez Denis, on reste en contact. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question de Tony Dessert, directeur des solutions constructives chez Béton Armé. Combien faut-il donner au pot de départ de Daniel? Merci Tony. Votre collègue Daniel part vers de nouvelles aventures et vous devez le retrouver autour d'un petit pot convivial en salle Martinique. Bien entendu, une cagnotte Litchi vous a été communiquée par Chantal. Commençons par une phase d'analyse de la situation. Tony, que savez-vous sur Daniel? Part-il vers de nouvelles aventures à Pôle emploi? Est-ce qu'en partant, il va gagner plus sachant qu'il était déjà mieux payé que vous? Que mangeait-il à la cantine? Si vous n'avez aucune de ces réponses, c'est que vous ne connaissez pas Daniel. Du coup, faut-il vraiment participer à la cagnotte? Que nous dit la data? La data. 62% des collaborateurs qui ne donnent rien à un pot de départ viennent mais culpabilisent. Et oui, ils culpabilisent et du coup ils mangent moins de chipsters que les autres. Mais ils viennent quand même, car ils savent qu'un pot de départ c'est un moment de communion autour d'un verre de jus de pomme. Tony, s'il n'y avait pas de pot de départ, les gens quitteraient l'entreprise. Donc il faut donner pour être serein. Mais combien? Vous avez deux options. Option numéro 1. Vous donnez un peu, genre 5 €. Et là, vous vous sentez radin, même si vous avez coché participation masquée. Option numéro 2. Vous donnez beaucoup, genre 20 €. Mais attention, avec 4 pots de départ par mois, ça fera 30 000 € d'ici votre retraite. Et pour des gens qui ne seront même pas là à votre pot de départ. Dans les deux cas, vous avez le seum. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Donnez ce que vous voulez et gavez-vous de chipsters, Tony. Mais ne partez pas du pot en dernier, sinon vous allez devoir aider Chantal à tout ranger. Allez, on reste en contact.